Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo qui se fait aux sorties du lit. Voilà, j'ai essayé de mettre de petites barrettes pour essayer d'avoir une tête potable, mais bon. Je vous prends aujourd'hui, alors c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai plus l'impression de faire un vlog qu'autre chose, mais c'est parce qu'en fait c'est pour faire l'update lecture de la deuxième quinzaine du mois d'août. J'ai fait du coup la vidéo au 15 août pour la première quinzaine, et là je vous prends une première fois. Parce que j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et 4, 15. J'ai déjà 17 livres en fait à vous présenter que j'ai lus depuis le 15 août. Et nous sommes le 21 août. Donc voilà, ça fait en 6 jours. Voilà, j'ai déjà pas mal lu. D'autant plus que ce sont des emprunts. Cet après-midi, on va faire encore... Enfin, en fait, on y va tous les jours là, aux bibliothèques. Et en fait, cet après-midi, je vais les rendre. Donc, c'est pour ça que je vous prends maintenant. Pour m'éviter une tonne de manipulation au niveau du montage. C'est-à-dire aller chercher les photos, les mettre dans le cadre, machin, machin. En plus, ça fait des vidéos hyper lourdes après qui sont très très longues à charger. Bref. Je pense que maintenant, en ce moment, enfin, quand vraiment j'aurai des gros mois comme ça, je ferai comme ça parce qu'après ça va être vraiment très très compliqué de vous présenter, de vous présenter les livres que je n'aurai pas sous la main en fait. Donc c'est pour me faciliter surtout moi le travail. Donc là, on va commencer de suite. Alors, on va commencer par ce qui est un petit peu plus light. J'ai lu à mon fils Ciao et la mer. Donc là, on est sur une bonne album. Je vous en avais déjà parlé lors du précédent update lecture. Là, on est juste sur un tome à la mer. Et dans le premier update, je vous parlais à la plage, à la campagne. Vraiment très très chouette, c'est toujours excellent, de très très belles couleurs, c'est toujours en mode papier en relief, là c'est pas des pages lisses, c'est très très intéressant. Mon fils il a beaucoup aimé essayer de toucher les animaux et tout, il blablatait un peu, c'était très très cool. Voilà, j'aime beaucoup cette maison d'édition Perpotin en plus, donc voilà, s'il y a d'autres numéros de cette petite peluche, ciao, je m'en réjouis d'avance. Ensuite, j'ai lu Ma vie de Dico, Mimi Douanet. Mimi Douanet, c'est une autrice en fait que j'ai connue grâce aux animaux de Lou. C'est elle en partie qui a écrit cette série. Et donc du coup, j'avais envie de la découvrir dans d'autres premières lectures. Donc là, c'est Ma vie de Dico que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille fortement si vous avez des jeunes lecteurs qui sont amourachés des livres. Parce que là, ça va être tout bonnement l'histoire d'un Dico. C'est un Dico qui va prendre vie au sein de sa librairie. Et en fait, on va suivre son cheminement. Il va être repris par une personne, lu par une autre, il va être des fois maltraité. En fait, ça va faire un peu crisser des dents à tous ceux qui sont comme moi précieux avec leurs livres. Donc c'est sûr que s'il y a une tache de confiture, s'il finit dans les poubelles, s'il reste dehors toute une nuit entière, bref, ça peut vous faire grincer des dents. Donc c'est vraiment très très chouette, ça tourne autour de l'amour du livre. Et puis au final, l'objet, enfin à l'intérieur, les illustrations et tout, rend la lecture plutôt sympatoche. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était une petite lecture très très sympa. Et en fait, en la lisant, je me suis rendu compte, mais je n'ai pas de Dico à la maison. Tout se fait via internet quoi. Ce livre m'a fait prendre conscience que c'est toujours bon d'avoir un Dico à la maison et d'autant plus quand Léon grandira. Je pense que dès qu'il va rentrer à l'école l'année prochaine, je vais me prendre vraiment un bon Dico parce que ça sert toujours et puis ça peut aussi ravir tous les petits esprits curieux qui se baladent chez nous. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et 3 du Passeur de fantômes de Alain Grousset et Joanne Elliott. J'ai lu dans ma palle perso pour le petit mois, petite lecture, j'ai lu le premier tome et je trouvais nulle part le 2 et 3. Enfin, c'était en occasion et tout, mais je parle dans la bibliothèque à mon boulot et celle que je fréquente. Et puis là, en fait, avec les deux nouvelles bibliothèques qui se sont rajoutées dans ma possibilité d'emprunt, et ben j'ai trouvé le tome 2 et 3. Je sais qu'il y a un 4, mais ils ne l'ont pas malheureusement.
Mais c'était vraiment très très bien, donc c'est des enquêtes fantomatiques. Là, on est sur un chien qui débarque un peu de nulle part sous forme de fantôme, et du coup ils vont découvrir qui est ce chien, pourquoi est-il un fantôme. Et là, ça va être dans un château hanté en Écosse, et là, ça va vraiment tourner autour de toutes les légendes qui y a en Écosse, quoi, parce que vraiment l'Écosse c'est quand même reconnu comme le pays le plus hanté du monde, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, c'était très très bien. Niveau graphisme, c'est pas ce que je préfère le plus. On dirait que c'est des illustrations qui ont été faites à l'ordinateur avec l'IA. Enfin voilà. C'est pas, là, les illustrations, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu, quoi. C'était. Je sais pas, c'était assez impersonnel, vraiment, je sais pas, j'ai pas trop kiffé, mais l'histoire est vraiment super bien si vous aimez les enquêtes fantastiques avec des spectres, c'est vraiment génial. Et puis Alain Grousset et Joanne Elliott, ce sont des auteurs jeunesse qui ne sont plus à défendre, donc voilà, si vos enfants sont amateurs de frissons et tout, avec la période automnale qui arrive, et qui sont en plein apprentissage de lecture, là par contre c'est à partir de 9 ans, celui-là c'est à partir de 7, et l'île au dragon, la saga des dragons c'est à partir de 7, là c'est à partir de 9 ans, parce que bon, ils sont un peu plus longs, ils font 91 pages, mais moi je connais des enfants qui ont 9 ans et qui lisent Les Royaumes de Feu, quoi. Voilà, ça dépend du niveau de votre enfant et ce qu'il a l'habitude de lire. Mais bon, ça se lit extrêmement bien, extrêmement facile, donc foncez. Ensuite, dans ma série, dans mon objectif 2024, c'était d'avancer ou de finir une saga. Et donc, du coup, j'ai pu lire le tome 2 de Cassidy Blake, plongé dans les catacombes de Victoria Schwab chez Lumen. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant. J'avais le tome 2 et 3 en e-book, sauf qu'en fait, quand je l'ai vu à la bibliothèque, il l'avait en rayon format physique, j'ai préféré le format physique, évidemment. Sauf que le 3, personne ne l'a sur les 4 bibliothèques, donc je serai obligée de le lire en e-book. Mais ça je me le garde pour les Pumpkin Autumn Challenge et tout ça. Mais vraiment très très bon, j'ai beaucoup aimé celui-là. Ça se passe du coup dans Paris, ça se passe principalement dans les catacombes, et c'est vraiment un livre que j'ai dévoré. Je me rappelais pas avoir autant aimé le tome 1, mais en tout cas celui-là m'a vraiment beaucoup plu. C'est très très bien écrit, très très bien mené, il n'y a pas de pause, il n'y a pas vraiment d'ennui, on n'est pas j'avais un peu peur que ça soit très contemplatif, qu'on soit à fond dans Paris, à décrire la moindre petite chose que Cassidy va découvrir dans Paris. C'est pas le cas. Certes, on va avoir des descriptions, on va avoir des descriptions de lieux, mais c'est assez succinct et ça va être une visite assez rapide de Paris, et c'est très bien comme ça parce que fondamentalement la Tour Eiffel, tout ça, c'est pas trop dans le côté descriptif, n'est pas au cœur du roman. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait les parents de Cassidy Blake sont des animateurs d'une émission de surnaturel. Sa mère est médium et son père est démonologue. Et en fait, tous les deux, ils conduisent une émission. Et cette émission, du coup, va se dérouler dans Paris. Et en fait, ils vont se balader un peu dans tous les lieux phares de Paris. Et ils vont raconter une légende qui est attachée. Donc, il va y avoir une légende sur la Tour Eiffel. Il va y avoir une légende dans le Jardin des Tuileries. Pas mal de légendes dans les catacombes. Et plein d'autres choses comme ça. Donc, vraiment, c'est vraiment plutôt pas mal. En fin de compte, je m'étais rendu compte que j'avais même pas lu le résumé parce que c'est pile le genre de résumé que je n'aime pas lire parce qu'ils sont trop longs pour moi. Et je déteste ça, j'ai l'impression qu'on me raconte toute l'histoire. Donc voilà, je m'étais lancée dedans vraiment à l'aveugle. Je me rappelais quand même un minimum l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans aussi, c'est qu'on creuse beaucoup plus le personnage de Jacob, donc qui est l'ami fantôme de Cassidy. Et il va y avoir toute le sentiment de savoir qui on est, de ne pas oublier d'où l'on vient, est vraiment très présent dans ce roman parce que ça va vraiment tourner autour de ça. L'esprit qui va faire plein de conneries dans Paris, et donc Cassidy va avoir la charge, va en fait devenir vraiment hyper dangereux parce qu'il a oublié qui il est. Et du coup, voilà, il y a vraiment tout un monde créé autour du souvenir, de la mémoire, de ce que c'est d'être soi, de ne pas oublier le passé, etc.
Donc très très bon, il y a beaucoup d'émotions là-dedans, c'est très très émotif. J'ai failli verser une petite larme dedans, c'est vrai que quand j'ai fermé le livre, eh ben, j'étais un petit peu sous le coup de l'émotion, quoi. Mais bon, j'attends de voir ce que donne le tome 3 pour clôturer cette trilogie. Ensuite, j'ai lu Alana et l'enfant vampire de Cordelia chez Scrinéo. Cette histoire était plutôt pas mal. Ça cassait pas trois pattes à un canard non plus. On est sur du 216 pages. C'est une histoire qui est quand même assez expéditive, pardon. Mais ensuite, c'est pas mal, mais c'est ça, voilà, c'est pas faramineux non plus. On passe un beau moment, mais après on passe vite au-dessus, quoi, c'est ça. Donc Alana, en fait, vient d'une famille de médiatrices. Les familles de médiatrices sont en fait des familles, des personnes qui vont faire le rôle de tampon entre les humains et les vampires pour éviter qu'il y ait encore mon Dieu, j'arrive pas à parler ce matin, des guéguerres, quoi, des combats, des disputes, etc. Voilà, ils vont vraiment être ce rôle de médiateur. Donc, ses parents le sont, sa sœur l'est, sa belle-sœur l'est, sauf elle, parce qu'elle est considérée comme trop fragile, pas assez expérimentée, tout ça, donc elle est vraiment laissée pour compte, et elle va trouver un peu de réconfort auprès de sa meilleure amie. Sauf que un jour, sa meilleure amie va lui confier ses doutes à propos d'une nouvelle élève dans leur classe, qui est non, c'est pas Oli, comment il s'appelle ce mec, Joa. Joa va arriver dans leur classe, il va leur paraître un petit peu bizarre, du coup Oli, sa meilleure amie, va dire à Lana, écoute, je pense que c'est un vampire. Sauf que les enfants vampires ne sont pas censés exister, donc l'histoire va tourner autour de cette intrigue, de savoir si cet enfant est un enfant vampire ou pas, mais bon, je vous spoil pas, hein, c'est marqué dans le titre. Mais voilà, ça va être ça, il va y avoir pas mal de subterfuges pour essayer de le piéger, de savoir si ça l'est ou pas. Et ensuite, voilà, savoir le sort qui va leur être réservé, etc. C'était pas mal, mais voilà, j'ai lu mieux, on va dire. Mais ça vous passez quand même un bon moment. Sur le moment de lecture, j'ai passé un très bon moment. J'étais plutôt bien dans l'ambiance. L'histoire de l'enfant vampire, c'était plutôt pas mal. En soi, c'est quand même assez original. J'ai jamais lu d'histoire où les humains avaient vraiment un rôle particulier de médiateur pour faire le lien entre les deux espèces. Voilà, c'était vraiment pas mal. Écoutez, si pour cet automne vous cherchez un petit livre de vampire jeunesse qui fait du bien sur le moment, mais qui demande pas non plus une énorme concentration, allez-y. Ensuite, j'ai lu Deviens le héros de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, je ne connaissais pas du tout cette collection chez Ozu qui fait en fait voilà, le type de livre-jeu Deviens le héros, mais sur des faits historiques. Donc là, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai bien aimé. Vous pouvez choisir dès le début si vous allez en voie A ou voie B, c'est-à-dire si vous êtes dans la résistance ou si vous décidez de rejoindre Charles de Gaulle en Angleterre. Moi, j'ai fait les deux voies pour voir à peu près. Et j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné, oui, parce que tu peux gagner et perdre. Hein. Tu peux te faire choper par les nazis ou pas. Donc voilà, c'était vraiment plutôt pas mal. Je trouve ça vraiment génial. Si vos enfants ou vos jeunes sont dans la période où ils apprennent cette époque de l'histoire, pour leur faire comprendre les choses de manière un peu plus ludique et beaucoup plus immersive que les cours un petit peu barbants à l'école. Ensuite, c'est avec grand plaisir que j'ai pu terminer la saga Aspic avec mon mari. On s'était acheté les trois intégrales. Donc il y avait le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait lu le tome 7 et il nous manquait... non, on n'avait pas lu le tome 7. On avait lu du coup les 3 intégrales, voilà, jusqu'au tome 6. Et donc du coup là, on a pu lire le 7 et le 8. C'est une série de BD, ma foi, qui est vraiment géniale. On est sur des détectives de l'étrange qui vont faire pas mal d'enquêtes sur des phénomènes paranormaux. L'enquêtrice principale est une femme et dans les années je sais plus le tome 1 dans quelle année ils ont commencé, mais je pense que c'est début, non, je pense que ouais, c'est entre le 18e et le 19e, je pense. Il n'y a pas de date dessus. Ou alors si dans le dernier, quand il fait ça...
Alors, c'est pas une BD jeunesse, hein, c'est une BD ado parce que certaines fois il peut y avoir des scènes, pas olé olé, mais où il y a de la nudité et tout. Donc, selon vos attentes, etc., je préfère vous le dire. Il y a des monstres aussi qui sont pas dingues. Je retrouve pas. C'est pas dit dans le résumé non plus, mais bon, voilà, c'est pas de notre époque. Hein, c'est au moins, voilà, c'est au moins 20e, 19e. Donc vraiment très très sympa. Les planches sont vraiment cool aussi. J'adore ce type de graphisme. Voilà, les couleurs sont très très belles. Les personnages sont vraiment très bien travaillés. Et puis voilà, c'est une série en 8 tomes qui se déguste extrêmement facilement. Ensuite, pour l'autre bibliothèque. Alors, l'autre bibliothèque, nous avons lu Mon papa est fantastique de Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, chez Gallimard Jeunesse. Roald Dahl, du coup, j'avais vraiment lu des romans. J'avais pas lu d'album et en fait, voilà, c'est vraiment, vraiment très très sympa. Ça me fait penser à un album que j'avais lu aux enfants, les enfants qui ne... Je sais plus ce que c'était. C'était une histoire d'enfants qui ne voulaient pas grandir et en fait, l'album racontait que il faut pas grandir trop vite, il faut pouvoir apprécier son enfance. Et donc là, c'est Mon papa est fantastique, donc c'est plein de jeux de mots rimants en disant que mon papa adore faire les farces, mon papa est immense, etc. etc. Mon mari l'a lu hier à notre fils. Et c'était vraiment très très sympa. En plus, c'est en format cartonné, donc vous pouvez y aller avec vos petites mains inexpertes. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Ciao la campagne, hein, donc le même sauf l'histoire que Ciao à la mer. Ensuite, avec grande joie, hier soir, j'ai lu L'île aux dragons, La colère du dragon, qui est le cycle 3 de la saga des dragons de Éric Samvoisin chez Ozo Roman. Donc là, on est au cycle 3 et pour l'instant, j'ai pas de piste pour pouvoir lire le cycle 4. Les bibliothèques ne l'ont pas, donc je vais voir si je peux en faire des suggestions ou pas. Mais vraiment... Et toujours aussi bien, si vous regardez le deck lecture de la première quinzaine d'août, vous allez voir mon avis sur le cycle 2, du coup, l'île dragon. Mais pour vous la faire courte, le premier cycle, c'est l'enfant dragon. L'enfant dragon, et ben en fait, c'est Hervael qui va apprendre que il a la capacité de se changer en dragon, sauf que les dragons sont chassés de partout dans le royaume. Et il va se voir confier la responsabilité de devenir roi de tous les dragons survivants. Et ils vont se réfugier sur une île où vraiment ils espèrent retrouver la paix et leur tranquillité sur l'île qu'ils ont nommée Braise. Et donc ça c'est en gros le topo de la une. Le cycle 2, ils ont commencé du coup à bien construire leur île, etc. Ils ont enfin l'espoir d'être en paix. Sauf qu'une guerre va éclater, Hervael va revoir une ancienne amie ennemie. Ça, je vous en dis pas plus, vous verrez si vous lisez le cycle 1. Et donc là, le cycle 3, c'est justement cette amie ennemie qui va être condamnée à mort. Et du coup, le roi dragon, donc Hervael, va retourner au royaume des humains pour essayer de la sauver. Voilà, le topo. Le 4, je sais pas de quoi ça parle, mais il s'intitule La nuit des dragons. Mais je vous en reparlerai au moment où je les lis. Donc comparé au Passeur de fantômes que je vous présentais tout à l'heure, où je vous disais que les illustrations c'était pas dingue, et bien là j'ai beaucoup plus aimé en fait cette série-là. J'aime beaucoup plus le travail de l'illustrateur. On n'est pas du tout sur le même type d'illustration que le Passeur de fantômes. Donc c'est vraiment super agréable. Là on est sur des livres de 60 pages, donc c'est à partir de 7 ans. Voilà. Donc voilà, si vous aimez les univers de fantasy et tout ça, c'est fait pour vous. Ensuite, un roman, j'ai lu Terreur sur le lac de Sandrine Beau chez Bayard Jeunesse. Ça faisait un petit moment que je voulais lire de sa sortie, ça m'avait popé
dans l'esprit. J'ai longuement hésité, il était dans mon panier Momox, puis après il était dans mon panier Fnac, et puis après je l'avais suggéré au boulot, et au final il est à peine en commande là, donc je l'aurai pas avant facile 2 mois, et puis au final dans la nouvelle bibliothèque de mon nouveau village en octobre, je l'ai trouvé. Très très sympa, on est sur du thriller vraiment hyper rapide. Ça va être l'histoire de 2 enfants qui vont se retrouver enlevés dans une cabane au fond d'une clairière totalement perdue que personne ne connaît au bord d'un lac. Et en fait, donc ces 2 enfants vont être enlevés pour une histoire de rançon pour que les kidnappeurs reçoivent du pognon, quoi. Sauf que ce côté thriller se repose vraiment sur une autre histoire qui va énormément toucher le harcèlement, parce qu'en fait, parmi ces 2 enfants, il y a le garçon Linus qui se fait harceler tout le temps, très 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 violemment au collège par une bande de garçons, mais plus particulièrement par une jeune fille, Sixtine, qui est un petit peu la princesse du collège, parce que son père est très friqué, et du coup elle se permet énormément de choses. Et ces 2 personnages, donc l'harceleur et l'harcelé, vont se retrouver tous les 2 kidnappés. Et va y avoir tout un côté psychologique qui va vraiment être très travaillé, parce que Linus et Sixtine ne peuvent pas se blairer, évidemment. Sauf que Sixtine va quand même réfléchir à pas mal de choses pendant leur séquestration. Et voilà, on va les voir évoluer là-dedans. Et il faut savoir quand même que ce livre, il y a 4 ou 5 points de vue différents. Donc on a les 2 enfants, on a la mère de Linus, on a 2 des kidnappeurs sur les 3, et on a Marianne qui est l'enquêtrice qui va être chargée de les retrouver. Donc voilà, je vous le dis, parce que c'est vrai que c'est pas énormément souvent qu'on a des points de vue aussi différents et aussi nombreux dans un si petit livre. Mais voilà, les chapitres font 2-3 pages max, donc vraiment c'est effrénant. C'est vraiment, ça a le temps. C'était vraiment très très bien, vraiment très très bien. Ça vous met direct dans l'ambiance. Hier, je l'ai lu d'une traite. Voilà, donc vraiment très très bien. Ensuite, mes 2 dernières lectures, donc ça c'est Artwilla Book, qui en a parlé sur sa chaîne et qui m'a vraiment super donné envie de les lire. C'est les albums, BD, Simon Portepoise, donc tome 1 et tome 2, tome 1 Petit malheur en famille et tome 2 Un malheur n'arrive jamais seul, chez Actes Sud Junior BD. Donc par Antoine Doll. Donc en fait Simon Portepoise, ça va être un petit garçon parmi toute une famille de monstres, et cette famille est chargée en fait de porter malheur à tous les humains qui les entourent, et en fait ils doivent distribuer des tickets Portepoise à tous les gens qui sont destinés à avoir des tickets Portepoise. Sauf que ce petit Simon est vraiment l'opposé de toute sa famille, c'est-à-dire que toute sa famille veut faire le malheur de tout le monde, sauf lui. Lui, il veut que tout le monde soit heureux. Et donc du coup, ces 2 albums vont vraiment parler de ce qu'est le bonheur, va parler de que même s'il nous arrive des choses compliquées, ça amène toujours du bon, même si c'est plus tard dans la vie. Voilà, c'est des choses qui nous forgent, c'est des choses qui vont nous faire du mal sur le moment, mais qui vont nous permettre parfois de trouver une force là-dedans. Et des fois, comme le dit le chat, qui est juste là, qui va se charger de la formation de Simon, il a dit que parfois le malheur induit le plus grand des bonheurs. Voilà, donc ça va vraiment être très très philosophique là-dessus, sur le bonheur, le malheur. Et voilà, c'était vraiment très très sympa. Cela étant dit, heureusement que l'histoire est bonne, et vraiment super géniale, parce que niveau graphisme, c'est pas du tout ce que j'aime. Vraiment, j'aime pas du tout ça. C'est très brouillon, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout quand les traits ne sont pas nets, voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Les bulles, des fois c'est un peu flou, enfin c'est brouilli quoi. Et du coup, voilà, le graphisme, j'ai rien de dire à bon dessus, parce que vraiment c'est pas quelque chose que j'aime du tout. Sans savoir de quoi ça parlait, je veux dire sans avoir lu le résumé ou sans en avoir entendu parler, si je l'aurais juste ouvert comme ça lambda, je l'aurais pas pris, parce que vraiment au niveau graphisme ça me plaît pas du tout, mais l'histoire est vraiment top, donc au final c'est du 50-50, donc voilà, ça passe.
Donc voilà, écoutez, je suis bien contente du coup parce que je peux aller rendre tout ça tranquillement sans me poser des questions sur comment je vais faire pour monter la vidéo avec toutes les pages, enfin toutes les couvertures de livres. Voilà, écoutez, écoutez, je vous dis pas au revoir parce que c'est pas la fin de la vidéo, mais je vous laisse avec la deuxième partie de cette update lecture. Donc on va commencer par cette jolie pile. Et nous allons commencer par Les pages de l'angoisse de J.A. White chez Nathan. Alors, c'est un livre vraiment plutôt sympathique qui pourrait beaucoup plaire à tous les auteurs frissons. C'est pour ça que j'avais tagué Aurélie Moulin dans mes stories parce que c'est vraiment une autrice d'horreur que j'adore, que j'ai commencé à lire à ses débuts avec ses recueils et tout ça. Et maintenant, voilà, elle se fait éditer chez Gulfstream et tout. Enfin, vraiment, elle a fait un très beau parcours. Et là, on est sur Alex qui vit dans un immeuble. Alex est un petit garçon de 11 ans qui a vraiment une passion pour tout ce qui touche à l'horreur, l'écriture de l'horreur, les histoires d'horreur, les films d'horreur. Voilà, il est vraiment très dark comme personne. Et du coup, ben, ça suscite des moqueries à l'école. Et pour s'évader un peu, il écrit des histoires d'horreur dans des cahiers jusqu'au moment où il en a marre en fait d'être différent des autres. Un soir, il va prendre la décision d'aller détruire ses carnets, sauf que pour détruire ses carnets, en fait, il faut qu'il aille au sous-sol. Et au moment où il prend l'ascenseur se bloque au 4 et il va se faire piéger dans l'un des appartements du niveau 4 par une sorcière avec un appartement qui, en fait, une prison quasi éternelle, labyrinthique, voilà, et du coup, en fait, il va devoir écrire des histoires pour survivre. C'est à peu près ça. Je vous dis pas pourquoi il doit écrire des histoires, mais c'est ce qui est marqué dans le résumé. C'est vraiment c'était plutôt pas mal. C'était pas non plus extraordinaire. Hein, mais je trouvais que ça se lisait vraiment très bien. Je trouvais l'histoire hyper originale. Je savais pas que c'était un film Netflix. J'irai voir sur Netflix s'il y est pas, bah tant pis. Mais je savais pas que Les pages de l'angoisse du coup était un film. Et j'ai l'impression que c'est la couverture avec les acteurs du film. Et on dirait vraiment Anna Hathaway. Je sais pas si c'est elle ou pas, faudra que je me renseigne. Enfin bon, vraiment très bonne histoire. Ça faisait un petit moment en fait que je le voyais un peu de partout et tout. Et puis j'ai sauté le pas. Il est pas très long, ça se lit très bien. La plume est plutôt fluide. J'ai pas tellement accroché au personnage. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait dire que c'était pas non plus exceptionnel. Mais c'est vrai que j'ai pas super accroché au personnage malgré le fait que l'histoire était super originale. Il y a une petite touche d'originalité dans le sens où, dans cette histoire d'horreur, on va revisiter le conte d'Hansel et Gretel d'une manière un petit peu inattendue. Donc c'était vraiment chouette à voir. Donc voilà, si vous aimez les petits romans frissons et tout, vous pouvez foncer. Ça fait pas extrêmement peur, donc si vous avez des enfants qui aiment se faire peur et qui ont à peu près 10-11 ans, je pense que ça pourrait parfaitement leur aller, parce qu'en soi l'histoire ne fait pas peur. Ce qui peut amener des frissons de là-dedans, c'est quand Alex lit les histoires qu'il écrit. Parce que voilà, comme je l'ai dit, il aime bien les histoires d'horreur et tout, donc parfois il écrit des histoires un petit peu sombres, un petit peu glauques, voilà. Celui-là j'en avais déjà parlé. Ensuite, Mystère à minuit, le tome 2, Le cercle des sorcières de Camille Brissot. Donc ça c'est une série que j'avais commencé il y a un petit moment maintenant. Et en fait dans la bibliothèque actuelle où je travaille dans le réseau, on avait que le tome 1 et 3. Et je trouvais ça dommage de ne pas lire le 2. Même si ce sont des aventures indépendantes, on peut les lire un peu dans le désordre. Mais voilà, dans le style finir des séries c'est plutôt pas mal. Et puis moi j'avais adoré franchement la plume de Camille Brissot. J'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré les personnages. Donc voilà, il fallait vraiment que je lise ce tome 2. À la base, je l'avais en numérique. Et puis justement, dans la nouvelle bibliothèque où je me suis inscrite, il l'avait, donc je l'ai emprunté, je l'ai lu. Ça se lit extrêmement vite. C'est chez Cyrose dans la collection Ose.
Et voilà, c'est écrit vraiment, vraiment gros, c'est aéré et tout. Enfin, voilà, ça se lit vraiment très très bien. On est sur du 240 pages, je crois. Même pas, 209 pages. Donc là, pour l'histoire, on va se trouver dans la ville de Minuit, qui est la ville la plus hantée de la Nouvelle-Angleterre. Et donc, en fait, Victor est un enfant de minuit, c'est-à-dire qu'il est né la nuit d'Halloween à minuit, au moment où le monde des fantômes et le monde des humains sont le plus proches. Et du fait de cette naissance-là, il a le pouvoir de voir les fantômes. Et donc il a il a carrément le devoir en fait d'aider tous les fantômes qu'il va croiser et il va résoudre des enquêtes. Donc là ça va être par exemple le cercle des sorcières, le nuit, donc du coup le moment d'Halloween dans la ville de Minuit, il va y avoir un grand rassemblement comme chaque année avec plein de touristes qui viennent se faire des petits frissons. Et une espèce de caravane de vieilles dames un petit peu suspicieuses vont arriver au même moment où tous les fantômes de Minuit disparaissent. Voilà. Et donc, on va trouver cette enquête-là avec beaucoup d'humour. J'aime beaucoup le personnage de Balti, qui est le plus vieux fantôme de Minuit et qui a vraiment une parole vraiment très très drôle, qui fait beaucoup penser par exemple aux Visiteurs. Voilà, c'est vraiment le même style de parole, un peu plus élégant quand même. Mais voilà, c'est vraiment très très drôle. C'est super accessible et puis c'est parfait pour cette saison si vos enfants, pareil, aiment se faire des petits frissons. Voilà, c'est vraiment une très très belle série. Si je les trouve d'occasion, je pense que je me les prendrai pour ma petite collection personnelle à la maison. Ensuite, petite duologie de BD, c'est la duologie Spirit de Mara, chez qui? Chez Dracou Édition, du coup. Donc ça, c'est le tome 1, ça, c'est le tome 2. Donc là, on va être dans une espèce de chasse aux fantômes, à la mode SOS Fantôme, où on va être dans les années 1930 à New York, où ce jeune homme est un spirituologue avec un autre monsieur. Et du coup, ils vont enquêter sur tous les effets paranormaux. Ils sont pas des chasseurs de fantômes, ce sont vraiment des enquêteurs, ce sont vraiment des scientifiques en fait. Ils ont vraiment ce côté-là scientifique. Jusqu'au moment où en fait son ami se fait assassiner et ils vont essayer de découvrir, du coup, avec l'aide d'une journaliste qui va apparaître dans celui-là, ils vont essayer de découvrir pourquoi son ami s'est fait assassiner. Et ensuite, ils vont vraiment tomber dans une affaire qui date des années 1800 et quelques, où des premières expériences avec les esprits avaient été menées, et en fait tout le problème, on va dire, toute l'enquête vraiment va trouver sa source dans cette première enquête dans les années 1800 en Sibérie. Parce que ils vont voir qu'avec les esprits, on peut fabriquer une certaine énergie. Donc c'était vraiment pas mal. Les graphiques, moi le graphisme, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la couverture est super accrocheuse. Je connaissais pas, je suis tombée dessus par hasard dans les bacs. J'ai trouvé les planches vraiment super. Voilà. C'est une duologie. Je sais pas s'il y a un tome 3 ou pas. Je pense pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment super. Je vous le conseille fortement. Mon mari l'a lu aussi. Il a bien aimé aussi. Donc voilà, c'est un peu dans la même veine que Aspic en fait. Ouais, Aspic dont je vous ai parlé dans le précédent update lecture. Ensuite, 3 superbes petites lectures que j'ai adorées, c'est les 3 premiers tomes de la série Le Grand Livre de l'Horreur. Donc, c'est écrit par N.M. Zimmerman et c'est édité, chez Albin Jeunesse. Donc voilà, ça fait un petit moment aussi que je voulais absolument découvrir ces ouvrages. Quel bonheur, j'ai vu quand il y avait les 3 premiers tomes, je crois qu'en tout il y en a 9 ou 11. Malheureusement, ils n'ont pas tous les tomes, mais j'ai quand même découvert les 3 premiers, donc c'est vraiment génial. Donc, le grand livre de l'horreur, c'est un jeune homme qui s'appelle Virgile, qui va se voir confier le devoir de garder le grand livre de l'horreur, parce que il y a le Maliseur, un esprit démoniaque qui s'en prend aux histoires qu'on écrit.
on va dire ça comme ça. Mais en gros, pour faire le topo, dès que une histoire s'écrit dans le monde, ce monde qui est inventé existe dans la réalité, dans une dimension parallèle. Donc, le Malisaire va dans ses histoires et fait en sorte que les histoires ne se passent pas comme elles doivent se passer, afin de détruire cette histoire et ce monde. Virgile va être le gardien du grand livre de l'horreur et du coup va devoir voyager dans certaines histoires, dans certains mondes, lorsque le Malisaire y est pour essayer du coup de le détruire. Donc c'est une histoire vraiment chouette, d'autant plus que chaque tome, je sais pas si tous les tomes sont pareils, mais c'est une revisite des classiques de l'horreur. Donc là nous avons Frankenstein, c'est ça non, Dracula, pardon. Nous avons Dracula, là nous avons Frankenstein, là nous avons Jurassic Park. Et en fait, ce petit garçon Virgile, il est vraiment accro à la littérature de l'horreur, donc il en connaît énormément. Et du coup, il fait souvent des commentaires sur ces classiques-là qu'on ne connaissait pas forcément. Donc c'est vraiment une ressource pour tous les enfants qui voudraient connaître un petit peu plus les classiques de l'horreur sans forcément regarder les films ou lire Dracula de Bram Stoker, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une ressource horrifique, vraiment certaine, où vraiment on va parler voilà, des classiques de la littérature. Moi-même, je n'ai jamais lu ni Dracula, ni Frankenstein, ni Jurassic Park. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que lui-même, Virgile, fait la remarque des différences entre le film et les livres. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que du coup, on apprend vraiment de nouvelles choses. Et voilà, vraiment, c'est vraiment une série géniale. Et puis ça se lit franchement vite, c'est entre 140 et 160 pages. Et puis j'adore les entêtes de chapitres comme ça, moi j'adore. Ça met vraiment dans une ambiance avec des illustrations comme ça et tout. Ça met vraiment dans une super ambiance. Donc voilà, c'est vraiment génial. Et puis ça coûte seulement 6,90 €. Enfin voilà, c'est vraiment une collection vraiment tip top. Et donc ça aussi, ça fait partie des collections que j'aimerais bien finir. Une série que j'aimerais bien finir. Mais voilà, le seul problème c'est que il y en a 11 et qu'il faudrait tous les acheter parce qu'en bibliothèque on les a pas. Mais bon, peut-être au courant de l'année prochaine, qui sait. Mais voilà, je vous le conseille fortement pour les petits lecteurs de frissons. Ensuite, là, il y avait 2 BD, mais c'est mon mari qui les a lus, donc je peux pas vous dire ce qu'il en a pensé, je peux juste vous les présenter. Il a lu Les Artilleuses dans le Paris des Merveilles. Non, dans le Paris des Merveilles, Les Artilleuses de Pevel et Williams chez Dracou. Écoutez, ça avait l'air de lui plaire, c'est un genre de steampunk, oui c'est ça, en 1911. Ce sont des braqueuses un petit peu avec de la magie, je sais pas vraiment. Mais voilà, il y a 3 tomes. Il a lu l'histoire complète. Donc voilà, si jamais rien que la couverture vous botte, allez-y. Ensuite, alors, c'est pas une déception, mais j'aurais préféré peut-être ne pas la lire, ou peut-être que ça faisait trop longtemps que j'avais lu le tome 2 ou autre. Mais j'ai lu le tome 3 de L'Arche de Néo, donc de Bette Beder et Frichet, Adieu vos vaches cochons et Couvé. Donc ça c'est la trilogie complète, donc à la maison, enfin là dans les cartons j'ai le tome 1 et 2. Donc j'avais vraiment super envie de finir cette histoire parce que le tome 1 et 2 m'avaient vraiment plu. Mais alors celui-ci, je sais pas, j'ai pas kiffé mon moment comme avec les 2 autres tomes en fait. Déjà, ça partait vraiment dans tous les sens. J'arrivais plus à me souvenir qui était là, pourquoi ils étaient là, qui fait quoi et tout. Enfin, je trouvais que ce tome-là était assez brouillon. Ce qui fait que dans ma tête, c'était brouillon. Et il est quand même beaucoup plus sombre. Ouais, il m'a pas mis bien. Vraiment, il m'a pas mis bien. Jérémy l'a lu aussi, parce que comme moi, il avait lu le tome 1 et 2, mais plus récemment que moi encore. Donc il avait plus de fraîcheur en tête. Mais même lui, il m'a dit, franchement, c'est quoi cette fin? C'est vraiment sordide, quoi. Je peux pas vous en dire plus, parce que ça vous spoilerait tout, mais
Mais j'ai trouvé ça vachement sordide, très moche. Voilà. Enfin, je suis contente de l'avoir fini parce que je voulais savoir comment ça allait se terminer, mais je pense que j'aurais préféré ne pas savoir comment ça allait se terminer en fait. Donc voilà, c'est vraiment la vie très mitigée. Hein. Je peux pas plus développer que ça parce que c'est un troisième tome et c'est la fin d'une série, mais vraiment ce sentiment-là m'a laissé très perplexe. Et je sais pas du coup si je recommanderais cette série au final. Je pourrais la recommander parce que c'est 50-50. Voilà, il y a 50% de positif, 50% de négatif. Parce que du coup, on va suivre l'histoire de Néo, un cochon nain qui va embrigader toute une bande d'animaux de la ferme dans une évasion. Et voilà, dans le premier tome, ça va être ça. Ils vont s'évader de leur ferme parce qu'ils en ont marre de leur quotidien, de se faire maltraiter, de s'inquiéter de savoir s'ils vont finir à l'abattoir ou pas. Voilà, donc ils fuient. Et Néo va être un peu le chef de cette bande. Il va y avoir une vache, un veau, donc le cochon, un coq et un mouton. Et puis d'autres personnages vont ensuite se rajouter secondaires. Mais voilà, vraiment les quatre principaux, c'est eux. Et en fait, ils vont essayer d'arriver à Pig Island, qui est une île aux cochons, là, vous savez, je crois que c'est aux abords du Japon. Et ils vont essayer coûte que coûte d'y aller, donc ça va vraiment être leur voyage qui va être raconté, même si dans ce voyage il va y avoir pas mal de questions de société abordées, pas mal de questions de personnalité abordées, parce que ils ont 4 personnalités totalement différentes. Il va y avoir des questions de genre, par exemple avec la poule coq, on sait pas trop. Voilà, il va y avoir pas mal de choses psychologiques qui vont être abordées, mais c'est vrai que cette fin m'a vraiment dégoûtée. Ensuite, on va passer là. Alors, on va faire les romans. Je pense que ça peut être... Oui, c'est carrément un coup de cœur ce mois-ci. J'ai lu la trilogie X-All de Rachel Hawkins chez Albin Michel Wyss. Alors, pour la petite histoire, cette série date de 2010. Et déjà à l'époque, quand elle est sortie, j'avais super envie de la lire. Sauf que au fil des années, ben voilà, il y a plein de livres qu'on avait super envie de lire, mais qu'on change de lieu, ou d'autres livres prennent la place et tout, au final, on ne la lit jamais. Et je les avais en numérique aussi. Mais quand je me suis inscrite à Saint-Chamal, du coup, eh ben, j'ai vu les 3 bébés dans le rayon. Et donc, j'ai commencé par lire le tome 1 au tout début, genre au 16-17 août. J'y suis retournée le lendemain après avoir lu le tome 1 et j'ai pris le tome 2 et 3. Et du coup, ces deux-là, je les ai lus en 1 jour et demi. Le tome 3, je l'ai lu en une soirée, donc en 3 heures. Celui-là, je l'ai lu dans la journée. Et donc celui-là, je l'avais lu aussi une journée, à l'avant-veille. Donc voilà, c'est vraiment génial. Donc là, on est sur une histoire dont je vais vous lire le résumé. Quand on expédie à Exol pour usage inapproprié de la magie, qu'on doit empêcher une vampire aux cheveux roses de prendre feu, lutter contre 3 ravissantes sorcières aussi dangereuses que des top modèles en manque de magazine, et résister à un séduisant sorcier très agaçant, on n'a aucun besoin qu'une élève soit retrouvée vidée de son sang. C'est pourtant ce qui arrive à Sophie Mercer, une sorcière qui ne veut surtout pas énerver. Alors, Sophie Mercer est vraiment un personnage que j'ai adoré. Même si ces espèces d'ascenseurs émotionnels amoureux m'ont parfois un petit peu gonflé, mais bon, c'est parce que c'est très naïf, elle a 15 ans, donc c'est les premiers sentiments, on sait pas comment gérer tout ça, on sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Donc voilà, c'était peut-être juste ça qui m'a un petit peu gonflé chez elle, mais sinon j'ai adoré son côté sarcastique, j'ai adoré son côté humoristique, son côté courageux, tête froide, sang-froid, qui veut défendre tout le monde coûte que coûte, qui va toujours aller à l'encontre des rumeurs qu'on lui raconte, etc., quitte à se mettre tout le monde à dos. Voilà, elle a vraiment des valeurs qu'elle va défendre jusqu'au bout et défendre voilà ce qu'elle pense être juste. Et du coup, voilà, j'ai vraiment adoré ce personnage-là.
J'ai adoré l'ambiance de ce pensionnat magique où du coup il va y avoir des cours de magie avec plein du coup de créatures. Du coup il va y avoir des vampires, va y avoir des métamorphes, va y avoir des sorcières blanches, des sorcières noires, et je crois que c'est tout. Donc c'est voilà, c'est vraiment une trilogie que j'ai adorée, vraiment 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 beaucoup. Ce sont des petits tomes, donc ça moi ça m'allait parfaitement. Le plus long faisait 320 pages, quelque chose comme ça, c'est ça. Le plus long faisait 320 pages. Et ça se lit extrêmement bien. Vraiment, la plume va direct va direct au but, ne fait pas ne se perd pas dans les méandres émotionnels, même si vu que c'est à la première personne, on est forcément dans la tête. On est forcément dans la tête de Sophie. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tout au long de l'histoire. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de révélations. Et il y en a, après, ça part vraiment dans une histoire très très sombre avec des démons. Et avec des revenants, avec des prophéties, des sortilèges interdits, un amour interdit, des histoires de famille complètement fausses. Voilà. Et donc voilà, Sophie est vraiment super courageuse parce qu'il lui arrive des tas de merde et elle s'en sort tout le temps parce que elle sait sur qui compter et puis surtout elle prend vachement sur elle en fait. Elle a vraiment cette manière de porter le poids sur ses épaules avec intelligence et ne pas foncer. Enfin si, elle a déjà foncé tête baissée, mais je la trouve vachement mature sur tout ce qui touche à ce niveau-là. Avec une bonne réflexion. Donc voilà, franchement, je vous la conseille fortement pour cette saison d'Halloween. Puis vu qu'elle date de 2010, je pense que elle peut être dispo dans vos bibliothèques. Tout comme là, elle est. Donc pas forcément besoin de les acheter. Mais voilà. Et puis les objets livres, moi, je les trouve vachement cool parce que du coup, quand vous les avez dans votre bibliothèque, et ben c'est chacun une couleur. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ceux-là aussi, ce seront des achats d'occasion, si je les trouve en brocante ou aux ventes au kilo ou autre, parce que vraiment, c'est une série coup de cœur. Ensuite, là, on va parler album. Donc là, on va parler d'un ours sans histoire de Christian Merveille, Laurent Simon, chez les... ils sont chiants à chaque fois, ils mettent le code barre sur la maison d'édition. C'est relou. Donc c'est chez Nord-Sud. Là on est sur une histoire un petit peu philosophique, dans le sens où c'est ce petit ours en fait, enfin ce gros ours, vit une vie paisible, sans histoire, dans le sens où il lui arrive rien. En tout cas c'est ce qu'il pense. Sauf que dans cette histoire, il va rencontrer en fait plein de différents personnages auxquels il va porter son aide. Et puis une fois qu'il a aidé la dernière personne qu'il croise, il va se dire ah bah alors c'est fou tout ce qui arrive aux autres et moi il m'arrive rien. Et puis au final il va se rendre compte, on va lui faire comprendre, en tout cas les autres animaux vont lui faire comprendre que bah si au final toutes les personnes qu'il a aidées, toutes les histoires qu'on lui a racontées par rapport à leur vie, eh ben, fait partie de son histoire à lui parce que il les a aidés et que l'histoire de quelqu'un se résume souvent à faire de chaque instant un moment de son histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, voilà, je vais vous lire juste un passage. C'est ton histoire et notre histoire aussi. Chacun fait de sa vie une histoire qui se mêle à plein d'autres histoires. Voilà, je pense que ça résume ce que je voulais vous dire, mais de manière un peu plus intelligible. Mais voilà, c'est vraiment très très chouette. Je ne peux pas vous dire si Léon a bien aimé ou pas, mais en tout cas, il a beaucoup aimé le graphisme, parce que du coup, avec ses petits doigts, il était là, il touchait toutes les planches, il touchait les animaux et tout, il aimait bien toucher tout ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un très joli album, avec une histoire très sympatoche. Voilà. Ensuite, autre histoire, celui-là, c'est papa qui l'a raconté. Donc, c'est Marre des câlins de Jane Chapman chez Les L'Envers. Jane Chapman, j'avais déjà lu pas mal d'albums d'elle, mais celui-là était vraiment super. Donc, ça va être l'histoire, en fait, de Bernard, qui est
un gros monstre qui est couvert toujours de bisous, de papouilles. Il est jamais laissé tranquille. Il a beau se cacher, il a beau ne pas être là, sentir mauvais. Tous les jours, les lapins viennent et tous les animaux viennent lui faire des câlins. Jusqu'au moment où il en a marre, il va essayer de trouver un subterfuge pour en fait se débarrasser de tout ça et être en paix. Parce que ça veut dire vraiment que mon mari, il a trouvé une certaine morale là-dedans, en mode que chaque câlin, aussi rare soit-il, est le plus précieux. Oui, c'est un truc comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de câlins que ça veut dire qu'on est beaucoup aimé ou autre ou quoi. Lui, il a vraiment vu ça dans le sens où vaut mieux faire pas beaucoup de câlins quand une personne te fait pas beaucoup de câlins, par exemple, mais qu'elle t'en fait un dans des moments assez durs ou très heureux ou très tristes, dans des émotions fortes, c'est à ce moment-là que les câlins sont les plus précieux. Comme la préciosité, en fait, c'est les choses rares qui font qu'elles sont précieuses. Donc mon mari a compris l'histoire comme ça. Moi, j'ai pas non plus trouvé forcément une histoire là-dedans, enfin une morale là-dedans. J'ai trouvé l'histoire très sympa, mais j'ai pas vu vraiment de message philosophique là-dedans. Mais c'était plutôt sympa parce que au final, en fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était juste plus de câlins. Il voulait juste la paix. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire philosophique là-dedans, mais c'est une histoire très très drôle parce que du coup, il va essayer de trouver un subterfuge qui ne va pas marcher et au final, c'est dans cette erreur qu'il va enfin trouver la paix. Vous voyez ? Donc voilà, c'est une histoire très sympa qui peut être lue avec beaucoup d'humour et que voilà, j'ai beaucoup aimé la raconter. Enfin non, pas la raconter, c'est lui qui l'a raconté, mais l'écouter. D'autant plus qu'en plus, je vous ai pas dit, mais cet album, il est en police, oh là là, pour les dyslexiques. Et mon mari est dyslexique, et donc du coup, il a lu cette histoire beaucoup plus vite que la normale, parce que ben voilà, la police l'a beaucoup aidé. Ensuite, j'avais pris aussi Joey Tech, Les Errantes, sauf que j'ai pas du tout accroché à la plume en fait. C'est vraiment trop long. J'avais lu quand même 70 pages là au moment où il présente en fait chacune des résidentes de l'hôtel et j'ai pas du tout accroché la plume. Pourtant, de Joey Tech, j'avais lu par express. Alors peut-être que le format était plus court et plus incisif, donc il fallait que la plume soit plus franche et plus rapide. Mais là, du coup, pour Les Errantes, j'ai vraiment pas du tout accroché la plume. Donc c'est un abandon. Pourtant, ça me dérange parce que l'histoire me bottait bien. Mais bon, tant pis. Voilà, j'ai pas le temps de m'appesantir sur une plume qui ne me convient pas. Ensuite, autre petite histoire que j'ai bien aimée, c'est Mout est un mouton. Ça tombe bien parce que Mout adore la laine et cette année les coups de tondeuse ce sera sans lui. Donc ça va être l'histoire d'un mouton, voilà, qui en a marre de se faire enlever sa laine. Il va partir en voyage dans les montagnes. Les graphiques sont magnifiques. De toute façon, quand vous voyez la première couverture, vous vous attendez à ce qu'à l'intérieur ce soit très très beau. Et ben vous ne serez pas déçus, c'est vraiment extrêmement beau à l'intérieur. Donc on va suivre son périple dans la montagne, on va suivre ses rencontres un petit peu pas banales, ses moments de joie, ses moments de paix. Et là, retour à la réalité qui lui fait un peu de mal. Mais voilà, c'est un espèce de songe qui était tellement beau, où on est bien, même si c'était parfois un peu inquiétant, et puis le retour à la réalité est un petit peu dur. Et voilà, c'était vraiment un très très bel album, une jolie histoire avec ce petit mouton aventurier. Pour clôturer cette tablette lecture, alors je le mets dedans, mais je ne l'ai pas fini encore parce qu'on n'est que le 29, mais ça sera la lecture qui clôturera le mois d'août, donc voilà, je l'aurai fini d'ici demain soir. Mais du coup, je me suis relancée dans Harry Potter. J'avais pour objectif 2024 de relire tous les Harry Potter. Donc c'est vrai que ces 6 premiers mois, je n'ai lu que le tome 1, 2 et 3. Là, nous sommes fin août, donc j'essaye vraiment de me remettre dans cet objectif pour pouvoir finir la saga cette année. D'autant plus que c'est important pour moi parce que la première fois que je les ai lus, j'avais 15 ans, donc ça remonte à 11 ans en arrière.
Donc voilà, j'aimerais bien me remettre un peu les idées en place. Et donc là, dans le tome 4, j'en suis à 207 pages sur 650. Donc ça devrait le faire d'ici demain. Enfin déjà le film 4 n'est pas du tout mon préféré. Mais alors là, le livre, je me rends compte que c'est vraiment très très long au début. C'est vraiment très très long. C'est pas mon préféré, c'est clairement pas mon préféré. Hein. Je pense que ça deviendra un peu plus intéressant quand vraiment la coupe de feu aura commencé. Mais là, les 200 premières pages, c'est vraiment très très long. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le finir et de passer au 5e parce que le 5e est vraiment mon préféré, livre et film compris. Aujourd'hui, on est le vendredi 31 août. À la base, je ne devais pas filmer parce que je pensais pas lire autant en fin de mois. En fait, je pensais conclure le mois avec Harry Potter. Alors que pas du tout en fait. Donc on va commencer de suite. Alors je parle un peu doucement parce que là il est actuellement 8h15, mon petit est déjà au dodo. Donc ça fait une ambiance un petit peu soir et tout, genre du boulot aussi, donc je suis encore toute sapée avec le t-shirt Harry Potter et tout. Je suis trop contente parce que j'ai fait mon chaudron, mon faux chaudron avec les bulles, là. Trop drôle. Bref, donc la dernière fois avant, la semaine dernière, j'ai oublié de vous parler du tome 3 de Chasseur de monstres de Yann Marc, ou Marc Yann, dans les deux sens, je sais plus. Alors c'était un tome 3, je suppose que c'est la fin, parce que après Expert il n'y a plus d'autres niveaux, mais après je sais pas si je dis une connerie, mais là pour l'instant il n'y a que 3 tomes. C'était pas trop au même niveau que les 2 premiers tomes. Disons que dans les premiers et deuxième tomes, il y avait déjà beaucoup cet humour un peu lourdingue et beaucoup de notes de bas de page où l'auteur, où le héros s'adresse directement au lecteur. Donc je trouve ça très sympa parce que c'est hyper immersif, mais j'ai trouvé que là, dans ce tome 3, c'était vraiment trop lourd. L'humour, il y en avait beaucoup trop, il y avait beaucoup de blagues, etc. Et des fois, je zappais les pages en fait parce que ça m'arrivait de sauter des pages parce que c'était vraiment trop lourd. Ça partait un peu dans tous les sens en fait. Ça fait partie de ces suites où je me dis si on n'avait pas, c'était pas plus mal. L'aventure était sympa. Voilà, il y a des dragons et tout, c'est super sympa, je veux dire. Mais c'est vrai que ce côté lourd m'a un peu réfréné. Je suis même certaine que même les enfants pourraient trouver ça un peu lourd, voilà, et voudraient un peu plus d'action et moins de rigolade. Je pense que c'est un avis qui pourrait être le même que les enfants. Donc voilà, c'était sympa, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre qui s'appelle La révolte des animaux. C'était une lecture très sympathique, du coup ça va être tout les animaux qui vont se rencontrer pour faire le procès des humains. Le lion va diriger ce procès, va demander à tous les animaux présents de se présenter au reste des animaux et de leur dire si ils sont pour ou contre la destruction de l'espèce humaine, rien que ça. Donc vous vous en doutez bien que la plupart disent oui, je suis pour que l'humain disparaisse. Sauf que la suite de ce procès ne va pas du tout se passer comme prévu. Ça, je vous laisse la surprise de savoir pourquoi. Mais c'est quand même un livre qui est super important pour nos jeunes. C'est un roman, vraiment, il fait 50-60 pages. Très très petit, donc c'est vraiment à destination des plus jeunes. C'est écrit très très gros pour leur apprendre un peu tout ce qui se passe au niveau des animaux. À quel point ils sont persécutés, à quel point ils sont pas respectés, toutes les expérimentations qu'on fait, les chasses à la cour, tout ça, vraiment tout ce que l'humain fait de mal aux animaux. Voilà, je pense que ça pourrait être un petit roman de prévention vraiment pas mal pour sensibiliser les enfants à la cruauté de l'homme envers les humains et la cruauté de l'homme envers les animaux et l'importance de respecter ces animaux. Voilà, je pense que ça serait vraiment pas mal de mettre ce livre-là entre les mains. En tout cas, moi je le garde précieusement. Je vais même le mettre dans la bibliothèque de Léon. Voilà. Ensuite, j'avais clôturé la vidéo en vous disant que je relisais Harry Potter 4. Donc là, je l'ai fini aujourd'hui.
Et en fait, juste avant, je vous disais que c'était pas mon préféré. Là, je viens de le terminer, donc je peux vous dire que c'est toujours pas mon préféré, même 10 ans après. Mais même en film, c'était pas mon préféré. Ce soir, je vais me le regarder, histoire de, voilà, de me replonger dedans et tout, parce que même si c'est pas mon préféré, j'ai quand même été subjuguée par l'écriture, par tout ça et tout. Mais voilà, il y a quand même, il y a quand même beaucoup, beaucoup de longueur. Je trouve que c'est pas... Déjà, le film, c'est pas celui qui bouge le plus, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est pas... C'est pas avec cette partie-là de l'histoire que j'ai le plus d'affinité film ou bouquin. Vraiment, celui avec lequel j'ai le plus d'affinité, c'est L'Ordre du Phénix. Et même au niveau du livre, c'est déjà, je crois que c'est le seul livre de 1000 pages que j'ai lu. Et en bouquin, je trouve que L'Ordre du Phénix, c'est le meilleur des 7. Donc voilà, en fait, je sais pas, des fois vous pouvez pas expliquer pourquoi vous n'avez pas d'infinité avec certains tomes d'une série, même si vous l'aimez en fait, c'est compliqué à expliquer. Mais c'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que par exemple, tout ce qui tourne autour de Rita Skeeter, des fois il y a un peu trop des détails qui servent pas à grand chose, je trouve. Donc c'est un peu dommage, parce qu'il fait quand même 650 pages, donc voilà. Encore, je trouve que je l'ai lu quand même assez rapidement, je l'ai commencé mercredi, on est vendredi, donc j'ai mis 3 jours, c'est pas trop mal. Mais voilà, c'est pas le meilleur, mais comme je l'ai dit juste avant aussi, il y a quand même des détails que j'ai super apprécié de trouver là-dedans qu'il n'y avait pas dans les films. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et gros point aussi que je voulais souligner, c'est que Dumbledore, je le préfère dans les livres que dans les films. Parce que Dumbledore, dans les livres, il a quand même ce côté très enfantin, assez loufoque, voilà, très un peu dans les nuages, mais tout en étant hyper sérieux, hyper important, voire même intimidant dans celui-là. Et voilà, je trouvais juste que Dumbledore était pas super bien interprété au final comme il est dans les livres réellement, avec ce côté un peu fou, ce côté un peu rigolo, à raconter des anecdotes un peu décalées, comme la dernière fois, comme la fois où il racontait que il parlait de la salle sur demande, il s'était levé la nuit pour aller faire pipi en fait, et il avait ouvert la porte et il s'était retrouvé devant une collection de pots de chambre immense. Et en fait, il parlait de la salle sur demande, mais voilà, il a toujours ce côté un petit peu à côté de la plaque que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans le livre là, celui-ci, parce que dans les autres tomes, on le voit pas forcément ce côté loufoque, mais là, oui, et j'ai vraiment bien aimé. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, par contre, et ça, je trouve que ça aurait été important que ce soit dans les films, c'est que là, vraiment, dans les dernières pages, Voldemort, il explique comment il est revenu à la vie, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 13 ans. Et ça, j'ai trouvé... Je m'en souvenais même plus. Après, ça faisait 10 ans que je les avais lus. Je les ai lus qu'une fois, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça super intéressant que Voldemort explique aux Mange-Morts et indirectement à nous ce qu'il a fait pendant ces 13 ans, comment il est revenu à la vie. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça aussi, ma foi, intéressant, la cause des elfes que défend Hermione. Mais parfois, elle était un peu trop virulente, je trouve, à vouloir absolument défendre ses idées, à faire entendre raison aux elfes, alors que malgré que les elfes lui disent qu'elle a tort et qu'ils sont très bien comme ça, et qu'elle insiste en plus et tout, enfin, je trouve ça un peu trop... Elle m'a gonflé. Là, Hermione, elle m'a gonflé sur ce point-là. Que tu veuilles les défendre et tout, c'est très bien, mais si eux ne veulent pas changer de vie, tu vas pas leur mettre le couteau sur la gorge, quoi. Et là, c'était limite ça. Donc, voilà. Là, pour le coup, elle m'a un petit peu gonflé. Ce que j'ai pas trop accroché aussi dans l'histoire, c'est au niveau du Quidditch. Le Quidditch, ça m'a jamais vraiment attiré. Voilà. Le fait de voler sur un balai, oui, je veux bien. Mais jouer au Quidditch, voilà, ça m'a pas trop... ça me plaît pas tant que ça. Donc c'est vrai que quand il y avait les scènes, par exemple, quand il décrivait tous les matchs à la Coupe du Monde et tout, c'était un peu chiant, j'avoue. Voilà, un autre truc aussi qui m'a chiffonné par rapport à à la première tâche avec le dragon. Là dans le livre, c'est expéditif quoi. En 2-2, il a trouvé le moyen de piquer l'œuf, alors que dans le film, il galère vachement plus, je trouve, dans le film qu'ici. Genre là, juste il lui fait une feinte, il pique l'œuf et il se barre.
Alors que là, dans le film, il essaye de se faire... Enfin, il se fait cramer 2-3 fois. C'est Hermione qui lui dit « Prends ta baguette !» Et du coup, c'est là qu'il pense à appeler son balai. Voilà, mais il y a quand même pas mal de différences, autant dans le bon que dans le mauvais au final. Pareil, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus explicites dans le film que dans le livre, par exemple avec Folleuil. Y a pas, dans le livre, il n'y a pas forcément de pistes, on donne pas de pistes, alors que dans le film, on voit la piste que c'est pas le vrai Folleuil avec ce tic de langue qu'il a. Donc, c'est vrai que jusqu'au bout, je savais que c'était pas le vrai Folleuil, mais tu te dis, y a rien qui te fait penser que c'est pas Folleuil en fait dans le bouquin. Ça, c'est soit un mal, soit un bien selon les personnes. Il y avait une partie aussi qui m'a un petit peu laissé de marbre, c'est la partie La folie de Monsieur Croupton, où on va vraiment aller dans le passé de Monsieur Croupton, voir pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avec son fils, avec sa femme, sa quête des mange-morts absolument sanglante, tout ça. C'était un très long chapitre. Je l'ai lu, ça m'a semblé très long, j'ai pas plus kiffé que ça en fait, j'avais hâte que la troisième tâche démarre et qu'on en vienne vraiment au feu de l'action, quoi. Voilà, il y avait ça. Et puis, c'est vrai que aussi, quand Harry se fait choper dans le cimetière, eh ben, je ne l'ai pas trouvé très combatif, en fait, par rapport au film. Ouais, j'ai trouvé qu'il faisait un peu plus... pas... Oui... Je sais pas, j'ai trouvé moins combatif, il avait pas forcément de répondant, etc. Mais je l'ai trouvé différent. Après, c'est vrai que dans les livres, Ron et Hermione ont un rôle super important. C'est-à-dire qu'ils sont tous au même piédestal, ils sont sur la même ligne, les trois. Alors que dans le film, je sais pas pourquoi, ils ont voulu absolument mettre Harry en tant que héros et laisser Ron et Hermione un petit peu en arrière. Alors que concrètement, Harry dans les livres, il est pas dingue. J'ai trouvé qu'il était très je m'en foutiste. Il laissait beaucoup Ron et Hermione faire à sa place. Hermione lui cherchait tous les sortilèges, lui apprendre à faire les sortilèges, tout ça. Je l'ai pas du tout trouvé autonome, Harry, là-dedans. Donc je trouvais ça dommage parce que du coup dans les films ils ont beaucoup mis en arrière les personnages de Ron et Hermione alors qu'ils sont vraiment supra importants. Il n'y a pas de Harry s'il n'y a pas de Hermione et Ron. Hein, donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre cette volonté vraiment Harry en tant que héros et tout, alors que c'est vraiment un mélange des trois en fait. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis c'est vrai que là en fait, à chaque fois qu'il a gagné une épreuve, c'était beaucoup par chance. Hein. Par chance et par... oui, par chance en vrai. Hein. Voilà. J'ai pas compris aussi pourquoi, des fois, on changeait carrément l'histoire. Dans le sens, par exemple, la branchiflore, dans le film, c'est Neville. Dans le livre, c'est Dobby. Pourquoi on a changé ça? Je sais pas. Il y a pas mal de choses comme ça qui est assez bizarre. Enfin bon, voilà. Voilà mon avis sur le tome 4. Moi, c'est toujours aussi bon. Hein. J'ai toujours passé un bon moment. Je le lisais avec le fond sonore, je me mettais des musiques d'ambiance spéciales Harry Potter et tout pendant 1 heure, donc j'ai bien aimé, mais j'ai vraiment hâte du coup de lire le 5 parce que je sais que le 5, normalement c'est un coup de cœur, même si peut-être que 10 ans après ça a changé, hein, mais normalement non. Ensuite, là, on va passer à du graphique, 100% graphique, acheté hier, lu aujourd'hui. J'ai lu le 9e tome de Animal Jack. Animal Jack, c'est vraiment de la bombe. Jack, c'est un Sicavac, c'est un enfant du coup qui a la particularité de pouvoir se métamorphoser en animal qu'il veut. Cependant, il n'a pas la parole, il n'arrive pas à parler. Mais il a heureusement des amis sur qui il peut compter et du coup ils ont vraiment une telle liaison, un tel lien très fort qui fait qu'il n'a pas besoin de s'exprimer oralement. Ses amis arrivent très vite à comprendre soit par les gestes, soit par déduction ce qu'il veut. Et donc là ce tome 9, ça va être sous forme de duel en fait avec un autre Sicavac du sud parce que lui est du nord. Et ils vont être confrontés à 4 épreuves, je crois.
et c'est celui qui va trouver la meilleure solution, qui va gagner un point, etc. C'était plutôt pas mal. Moi j'aime bien, c'est des lectures vraiment très cocooning, et puis là par exemple, on était dans le monde des dragons, et ben à chaque fin d'histoire, vous avez des pages comme ça, un petit peu explicatives, qui sont très sympas. On va parler par exemple des différentes légendes qui existent à travers le monde sur les dragons. Là vous avez une histoire avec le monstre du Loch Ness, donc ils vont vous expliquer la légende du Loch Ness. Il va y avoir une histoire avec les crocodiles. Il va y avoir une autre histoire avec les pingouins et les manchots. Donc là, ils vont vous expliquer la différence entre les pingouins et les manchots et les différences au sein des manchots. Enfin voilà, c'est très instructif, c'est ludique et tout, donc c'est vraiment pas mal. Il y a un tome, bah, apparemment, là je vois ce qu'il y a, hein. Il y a un tome 9, qui va suivre. Cependant, moi j'ai vu là que Animal Jack avait été mis sous forme de roman. Donc ma foi, si il m'en tombe un sous la main, je vais voir à quoi ça ressemble, parce que sous forme de roman, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que la BD c'est quand même assez succinct, il n'y a pas beaucoup de texte, hein. C'est beaucoup d'images, voilà, c'est des BD qui se lisent en 10 minutes, un quart d'heure. Mais pour les plus jeunes, voilà, qui n'aiment pas forcément les romans, c'est vraiment super. En tout cas, au boulot, j'ai réservé le tome 1 au 8 pour le faire lire à mon mari, pour qu'il puisse lire le tome 9. Ensuite, aussi acheté hier, lu aujourd'hui, j'ai lu Les Secrets des Wilson, le tome 3 et le dernier, du coup c'est une trilogie. C'est un webtoon, je viens à peine de comprendre ce qu'était un webtoon. Quand j'étais sur YouTube, Insta et tout, plein de gens parlent de webtoon, j'ai jamais compris ce que c'était. Donc là je viens de comprendre apparemment, donc en gros c'est un manga BD, mais qui se lit dans le sens non traditionnel des mangas. Donc voilà. Donc ça c'est le dernier tome, mais en gros ça va être un jeu de pistes avec un héritage à la clé. Donc celle-ci c'est Anna. Elle avait pour habitude d'avoir une très très bonne liaison avec son grand-père. Jusqu'à que celui-ci décède, le père d'Anna va aller dans la demeure familiale du grand-père pour essayer de retrouver l'argent qu'aurait caché le grand-père. Sauf que tous ces personnages-là ont une importance phare, parce que pour accéder à cet héritage, Anna va devoir faire face à de nombreuses vérités, des vérités parfois très trash et mensongères, etc. C'est un bon thriller psychologique. C'est un bon thriller psychologique que j'aime vraiment beaucoup. Jérémy, mon mari, l'a aussi beaucoup aimé. Il attend avec impatience de lire le tome 3. Donc je vais de ce pas le mettre dans sa bibliothèque pour qu'il puisse connaître la fin de l'histoire. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille fortement. L'ambiance est vraiment géniale. C'est très très sombre avec des manoirs, des secrets de famille, des usurpations d'identité, mensonges. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Trahison, aussi une grosse trahison qu'on apprend dans le tome 3. Voilà, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, petite lecture cocooning. Voilà, là aussi je les ai achetés hier. J'avais lu le tome 1 en bibliothèque, et en fait hier quand je suis passée à la Fnac, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc il y avait le tome 2 et 3 qui étaient là. Je dis bon allez, pour 11 balles, je les prends. C'est très sympathique. Il y a un tome 4 qui va sortir, Le Roi des Citrouilles. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. En tout cas, je pense que c'est une BD que je vais m'acheter maintenant à chaque fois, parce que pour le prix, elles sont magnifiques. Et j'adore l'histoire, la tournure qu'elle a pris, vraiment. En plus, je la trouve vraiment sublime. Donc en fait, ça va être l'histoire de Evelyn, qui est une petite sorcière un peu hors du commun. Elle a 7 ans, elle va être prise en apprenti chez un chapelier, et elle va découvrir, là elle est censée découvrir quelle est sa magie à elle. Et en fait, elle va découvrir que la magie qui lui appartient est totalement prohibée, et elle va devoir faire face à de nombreux problèmes. Et donc ça, c'est le 3e tome qui est sorti là très récemment. Et donc là, ça va être une partie de son histoire où on va rentrer en contact avec plein de monstres différents, des gargouilles, des banshees, des loups-garous, des fantômes, des vampires, voilà. Mais c'est vraiment une ambiance hyper cocooning, même si c'est un peu sombre.
Mais voilà, c'est vraiment des planches hyper colorées, très ronds, très cocooning. Vraiment, vraiment très cocooning. J'adore le trait. Bon, en même temps, c'est Lilian qui a fait aussi la série de BD Les Géants. Donc voilà, je ne pouvais pas être déçue. Et puis vraiment les couvertures, elles sont sublimes. Vraiment sublimes. Et les quatrièmes de couverture, tout autant. Voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Je vous le conseille fortement pour Halloween. Hein. Si vous les avez en bibliothèque ou si vous voulez vous les acheter, foncez parce que c'est vraiment, vraiment génial comme histoire. Écoutez, là, c'est la bonne. J'ai fini cette deck lecture de août 2024. Après 4 vidéos différentes. Donc là, je vais m'envoyer dans du montage du feu de Dieu. D'autant plus que je crois que la dernière fois que j'ai tourné, je me suis répétée. Donc, ça va être costaud. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.